Bonjour une autre fois. Aujourd'hui, on va voir le troisième chapitre sous le nom de réponse temporelle. Donc, maintenant, on va essayer de s'intéresser plus à la sortie des systèmes linéaires continus. Donc, pour cela, on doit voir les types d'entrées définis en automatique. On va essayer de voir l'entrée impulsionnaire, l'entrée échelonnée, l'entrée rampe et la quatrième dernière entrée, c'est l'entrée sinusoïdale. Donc, quand on parle d'impulsion, c'est-à-dire la réponse, il sera nommée réponse impulsionnelle, échelon, réponse indicielle. Il faut citer ces deux euh, l'argot automatique en réponse. Donc, pourquoi on s'intéresse à ces quatre types d'entrées? Il faut savoir que la réponse échelonnée et réponse rampe, ce sont des réponses qui constituent le mode de fonctionnement des moteurs, donc le mode de fonctionnement par exemple en mode trapézoïdal, donc qui se constitue de deux échelons ou bien trois échelons, ça dépend du nombre de régimes permanents que vous avez, et deux rampes. Une rampe avec un coefficient constant positif quand on parle d'accélération et coefficient constant négatif quand on parle de désaccélération. Alors pourquoi on s'intéresse au régime fréquentiel, le cas de sinusoïdal? Donc il faut savoir que le régime sinusoïdal, pourquoi on s'intéresse à des entrées sinusoïdales? Il faut savoir, la réponse est très simple. La réponse c'est la série de Fourier. Donc on a déjà vu dans des cours de traitement signal, on a déjà expliqué que n'importe quel signal continu et périodique, il peut s'exprimer par une sommation de coefficients AN et BN. AN, ce sont les coefficients pairs et BN, les coefficients impairs, multipliés par des sinus et des cosinus avec impulsation variable oméga n et qui est n nombre d'harmoniques fois de pi et la fréquence fondamentale. Donc, pourquoi on s'intéresse aux réponses fondamentales? Tout simplement parce que si on parle d'entrée continue et périodique, c'est une somme de sinusoïdales. Donc, si on arrive à étudier des entrées sinusoïdales, donc on peut arriver à étudier n'importe quelle entrée qui est continue et périodique. Pour le cas de l'impulsion, donc on va voir après que l'impulsion, la transformée de la place de l'impulsion, elle vaut 1. Donc si on a une boîte noire, un système à boîte noire, et on excite l'entrée par une impulsion, donc la sortie sera l'image de la fonction de transfert. De cette façon, on peut trouver, grâce aux méthodes d'identification, quel type, quel ordre et quelle classe on a comme fonction de transfert. Donc la méthode d'excitation avec une réponse impulsionnelle, il va nous aider à trouver la fonction de transfert si on n'a pas les coefficients de la fonction de transfert, c'est-à-dire une boîte noire, tout simplement. Maintenant, si on a comme entrée une rampe c'est une droite avec la pente CA. Donc souvent, on va utiliser cette entrée pour exprimer la phase transitoire de changement de vitesse, par exemple, d'un moteur en continu. Donc la pente, elle sera définie par l'accélération, pardon, elle sera définie par la pente. Donc en utilisant la fonction de transfert, on va avoir la formule de la rampe, c'est A divisé par P au carré. En cas d'impulsion, exemple impulsion de Dirac, l'impulsion de Dirac, elle vaut une constante à t égale à 0, l'exemple de la constante nommée A, mais en fait, en réalité, l'impulsion c'est quoi? L'impulsion c'est une énergie constante, une énergie infinie à t égale à 0, et nul quand t est différent de 0. Mais cette fois, on va essayer de considérer juste que l'impulsion de Dirac elle est constante à t égale à 0. Donc si on applique la formule de Laplace, on va trouver que l'impulsion Dirac unitaire, c'est-à-dire avec constant égal à 1, elle vaut 1. C'est pour cela que je vous ai déjà dit que si la fonction de transfert, si un système est en boîte noire, défini par une fonction de transfert qui est inconnue, alors si on simule ou on stimule ou bien on excite par une impulsion unitaire 1,
on va avoir comme sortie S de t égale à J de P. Et E de P, bien sûr, E de P égale à 1 fois J de P, c'est-à-dire S de P égale à J de P. Mais grâce aux techniques d'identification, on peut trouver la fonction transfert, c'est-à-dire on peut trouver la formule de la fonction transfert. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous avez comme allure S de P sous forme d'un exponentiel, bien sûr, en régime permanent constant, c'est-à-dire un exponentiel à coefficient au moins exponentiel de t, on peut savoir que la formule c'est un premier ordre. Là, je vais vous tracer l'allure. Donc, vous avez dans le temps une forme exponentielle comme ça, en régime permanent constante. Donc, vous pouvez dire que la fonction transfert, elle est de forme premier ordre, c'est-à-dire un gain statique K avec une pente taux constante. Donc, c'est bien sûr K, c'est le gain statique K, bien sûr, puisque l'entrée c'est unitaire, sur 1 plus taux P. Donc, grâce à la pente, vous pouvez trouver taux, et grâce au régime permanent, vous pouvez trouver K. Donc, c'est une méthode d'identification de premier ordre. Donc, c'est ça l'intérêt d'une entrée impulsionnelle. Il va vous donner la méthode, grâce aux identifications, trouver les inconnus de la fonction transfert. Maintenant, on va passer à un exercice qui va vous aider à comprendre plus la technique de la place, de la transformation de la place. Par exemple, si vous avez une telle allure, donc on peut la décomposer en plusieurs parties. On a une rampe et une partie constante, c'est-à-dire un échelon. Donc la rampe, il est définie par la pente A. L'échelon est défini par son état B. Et vous avez bien sûr, on peut voir le deuxième état constant. Donc on a une rampe et deux échelons. Donc pour l'échelon, il est défini par 1 sur P. 5, pourquoi 5? C'est parce qu'on a commencé par le 5. Et bien sûr, voilà, U de T, voilà, c'est le premier échelon. Deuxième échelon, c'est U de 2 de T. Donc vous avez deux échelons. Donc vous avez deux termes. Un 5 qui définit l'état initial par où on a commencé. Et moins 8, c'est l'écart entre le 2 et le 10. Donc on a atteint 10 dans le premier échelon. Donc le deuxième échelon, il est constant sur 2. Donc la différence entre eux, c'est 8. Pourquoi le retard? L'exponentiel moins 6p, c'est le retard du deuxième échelon. Et bien sûr, vous avez une rampe de pente de 25. Donc vous pouvez trouver la pente de 25, c'était un exercice du secondaire. Bien, pourquoi vous avez la question, c'est pourquoi on a deux rampes. 1, c'est le premier rampe, donc la rampe 25, donc on va factoriser de 25 sur P au carré, donc on aura un 1. Moins l'exponentielle de moins 2P, c'est le retard, parce que si on veut avoir une état constante et une rampe qui s'arrête de 0,2, donc il faut avoir une rampe négative pour compenser la rampe positive avec la rampe négative qui va nous laisser uniquement la partie constante de l'échelon U1 de T. Maintenant, je vais expliquer d'une manière plus simple avec des couleurs. Donc, si on prend la première couleur noire, vous avez 1 sur P fois 5. Donc, c'est un échelon avec une valeur constante de 5. Je l'ai tracé en vert. Pardon. Je l'ai tracé en vert. Moi, on a un autre échelon de 8 exponentielle moins 6. Donc, c'est un échelon qui est retardé de 0,6. Donc, on va le tracer avec notre couleur. Cette fois, la valeur constante, c'est 8. Donc, on a la première, c'est un échelon qui commence de t égale à 0, de 0 jusqu'à 5. Et on a un autre échelon, mais cette fois, qu'il est retardé de 0,6 et qu'il a comme amplitude 8.
On va le tracer par une autre couleur. Bien sûr, négatif parce que moins 8. Donc c'est un échelon négatif, retardé. On va le tracer en bleu, retardé de 0,6. Donc si on fait la compensation, on va avoir une valeur constante de 5 jusqu'à l'infini et de moins 8 de 5. À savoir maintenant la pente, à savoir maintenant la partie rampe. C'est une rampe infinie de pente 25, comme ça, infinie. Donc bien sûr, on a une pente qui est qui commence de 5 jusqu'à 10, mais n'est pas infinie. Il s'arrête à 0,2. C'est pour cela qu'on aura besoin d'une autre pente, mais cette fois qui est négative, et bien sûr de 25 pour faire la compensation, mais il commence de 0,2. Donc elle est retardée. La compensation, la sommation de la pente en rouge et celle en jaune, elle va donner une valeur qui est constante. Très bien. Donc vous pouvez voir l'intersection en jaune entre la pente rouge et la pente jaune. C'est pour cela, puisque la pente, donc bien sûr, de 0 jusqu'à 0,2, on a uniquement la première pente rouge et la partie constante, pardon, l'échelon en 5. Donc on va commencer la rampe, au lieu de 0, on va la commencer par 5. Et la pente, elle va s'arrêter à 0,2 grâce à la compensation qu'on a vue avec la pente qui est en jaune négatif. Donc on aura uniquement la partie constante. Donc l'échelon, il va s'arrêter. On aura uniquement la partie échelonnée. Très bien. Mais il faut savoir que l'échelon, il va être de 10. Donc on aura besoin d'un autre échelon avec moins 8 pour avoir la compensation 10 moins 8 qui va être 2. Voilà. Qui est l'échelon en bleu. Voilà, 10 moins 8, c'est 2. C'est pour cela qu'on a besoin de deux échelons et de deux rampes. Deux rampes qui se compensent à 0,2 et deux échelons qui se compensent à 0,8. Maintenant, je vais passer à un autre type d'entrée, c'est la réponse échelonnée. On a vu l'intérêt de la réponse impulsionnaire et la méthode par l'exercice qu'on a vu. Maintenant, on va passer à la réponse échelonnée. Et la réponse échelonnée, elle est si l'ordre est l'ordre 1, donc ici on veut calculer la partie régime permanent, la valeur de la régime permanent, c'est-à-dire il faut faire la limite de la réponse S de t quand t envers l'infini. Voilà, S de t, ou bien S de p, pardon. S de p, c'est la limite de S de t quand t envers l'infini, c'est-à-dire la partie asymptotique, c'est la valeur asymptotique du régime permanent. Pour calculer le temps de montée, il faut faire l'écart de 90% et l'écart de 10%. Et leur intersection, il va donner la période du temps de montée. C'est-à-dire, maintenant, on analyse la partie transitoire. Donc, la partie permanente, c'est le calcul de la valeur en régime permanent, c'est-à-dire la limite quand t tend vers l'infini. Et en régime transitoire, on s'intéresse au temps du montée qui est défini de 10% jusqu'à 90%. Dans le cas du premier ordre, on a une réponse exponentielle définie en deux régimes, permanent et transitoire. Donc, le régime transitoire sera défini par deux temps. Le premier, c'est le temps de montée et le deuxième, c'est le temps de réponse à 5%, c'est-à-dire si on a la même allure exponentielle, on va faire l'intersection. Je vais retracer, donc si on a l'allure exponentielle, avec une autre couleur, on va faire l'intersection, cette fois à moins 5%, c'est-à-dire uniquement à 95% du signal, et on va faire l'intersection pour trouver la temps de réponse. Cette fois, on peut voir que le temps de réponse il est supérieur que du temps de montée. Le temps de montée, il est comme ça, moins 10% du signal et moins 90%
du signal, et le temps de réponse, c'est à 95% du signal. Donc le temps de réponse est plus grand que le temps de montée. Pourquoi on s'intéresse à la question et pourquoi on s'intéresse à deux temps? C'est juste la culture, une culture francophone et une culture anglo-saxonne. En général, les anglo-saxons travaillent avec les temps de montée et les francophones travaillent avec les temps de réponse à 5%. Donc, pour déterminer la rapidité du système, c'est-à-dire analyser le transitoire, on s'intéresse aux ces deux temps en général. On va voir après dans le système deuxième ordre que pour calculer des temps de réponse à 5%, on aura besoin d'une ABAC que je vais vous montrer plus tard. Voilà. Pour les premiers ordres, là, il faut savoir que le temps de montée dépend de la constante du temps. Je vais vous expliquer plus tard quelle est la relation entre la constante du temps et le temps de montée pour le système premier ordre. Exemple du système premier ordre, c'est l'exemple des charges d'un condensateur. Bien sûr, dans le régime forcé, c'est-à-dire une entrée à tension constante. Voir cet exemple, si on trace la réponse d'un échelon, cette fois non unitaire, donc c'est un échelon à coefficient E0, et dans un système fonction transfert premier ordre, c'est-à-dire qui s'écrit sous forme de K, un gain statique K constant divisé par 1 plus tau fois P, tau c'est la constante du temps, on peut voir que le temps de montée il coïncide temps de montée il coïncide à 2 fois taux, donc la relation qui est entre temps de montée et la constante du temps c'est 2 fois taux, et le temps de réponse à 5% il est équivalent à 3 fois taux. Donc dans l'exemple du premier ordre, il y a la relation entre temps de montée et temps de réponse. On peut voir que le temps de réponse est juste supérieur au temps de montée. Donc soit une fonction de transfert à un gain statique égale à 1. Donc en régime permanent, bien sûr, si l'exemple de gain statique égale à K égale à 1, le régime permanent, on a S de P égale à K fois E0. Donc si on excite cette fonction de transfert par un échelon E de P à gain E0, donc on a l'allure suivante, S de P c'est l'allure suivante dans le temps. Si on veut trouver la constante du temps, on fait la projection avec l'intersection entre la tangente de l'exponentielle avec le régime permanent, donc on aura taux. Si on veut trouver le temps de montée, on va multiplier taux par 2, donc le temps de montée c'est 2 fois taux. Et si on veut trouver, bien sûr, en faisant la projection de 10%, 90% pour le temps de montée et la projection pour le temps de réponse à 95%, on va avoir un temps de réponse qui vaut 3 fois taux. Donc s'il vous plaît, il ne faut pas oublier, temps de montée 2 fois taux et temps de réponse 3 fois taux. C'est très nécessaire pour trouver le temps de montée et le temps de réponse pour un système au premier ordre. Bien sûr, en régime permanent, si l'entrée c'est pas un échelon unitaire, c'est-à-dire E0 différent de 1, donc la réponse en régime permanent c'est K fois E0. Donc la partie tau fois P, il définit le régime transitoire, et K fois E0 divisé par P définit le régime permanent. Maintenant, on va essayer de faire la même étude, mais cette fois pour une réponse rampe. Donc, on a E de t égale à A fois t U de t qui définit la causalité de la rampe. Donc, c'est une pente qui vaut A. La fonction transfert en place E de P devient 1A divisé par P au carré. En appliquant ça pour une fonction transfert premier ordre, on va avoir S de P égale à A sur K divisé sur taux 1 sur P au carré plus P1 sur taux. Avec taux, c'est la projection de la pente sur le régime permanent. Donc, si on veut tracer cette fonction transfert, il faut utiliser les techniques d'identification qu'on a déjà vues, c'est-à-dire on va
décomposer la fonction S de P en deux parties, cette fois en trois parties, en deux parties, pardon. La partie c'est 1 sur P au carré et P plus 1 sur tau. On va voir que la forme, c'est une forme exponentielle avec une pente définie par la pente d'entrée A. Cette fois, on peut voir qu'il y a un écart entre la pente d'entrée et la réponse. Cet écart, on peut le définir par un retard ou bien par une erreur de traînage. Donc, dans notre cas, l'erreur de traînage, c'est A fois tau. Donc, si on veut savoir l'erreur de traînage qui va être... cette erreur de traînage, il vient de la fonction transfert, c'est pas de l'entrée. Donc, bien sûr, il dépendra de tau, qui est défini par la fonction transfert. Donc, on va voir que la différence entre la réponse et l'entrée, c'est un retard de A fois tau ou bien un erreur de traînage. Bien sûr, l'erreur de traînage, il dépendra aussi de l'accélération, donc plus que l'accélération, pardon, de la rampe de l'entrée, puisque la rampe d'entrée est grande, l'écart de la réponse à l'entrée, il va augmenter et aussi dépendra de taux. Donc la même chose, on peut faire ça pour l'entrée impulsionnelle. Donc l'impulsion, c'est une valeur constante à t égale à 0 et égale à 0 quand t est différent de 0. Donc si on applique ça pour une fonction de transfert environnant, on va avoir une forme exponentielle décroissante. Si on applique la pente, on va trouver taux. Si on veut savoir le temps de montée, on va avoir que c'est deux fois taux et temps de réponse c'est 3 fois taux. Bien sûr à 90% et la méthode de 90% et la méthode de 95%. Donc en fait l'entrée doit être 1 puissant comme ça, mais la réponse il va vous donner un retard si on veut estimer de 2 fois taux pour temps de montée. Mais cette fois, on ne va pas appliquer temps de montée, on va dire que c'est un taux de descente puisque l'exponentielle est décroissante. La fonction transfert, maintenant on va parler du système deuxième ordre. Donc deuxième ordre, c'est-à-dire on a une deuxième dérivée au niveau de la sortie. L'équation différentielle, pardon, il sera définie comme cela. Donc on a deux dérivées en entrée de dérivée en sortie. Ça c'est pour un système n égale à m, mais en général on a n supérieur à petit m. Les systèmes rehausse toujours l'ordre, la puissance des dérivés numérateurs est toujours supérieure aux dérivés du numérateur. Exemple, a fois dérivée de e de t plus e égale à 1, 0. Exemple d'un système électrique RL non forcé, c'est-à-dire en formule de décharge, mais parfois vous pouvez trouver une dérivée de S de t. Voilà, avec n égale à m. Donc ça c'est très rare, avoir l'ordre de système égale la puissance des dérivées d'entrée. Mais en général, on a toujours la dérivée de sortie. L'ordre de dérivée de sortie est plus supérieur à la dérivée d'entrée avec des coefficients A1, A2 et A0 qui sont constants. Bien sûr, quand on parle de système linéaire, constant toujours, n est supérieur à m, supérieur ou égal à m. M supérieur à l'infini, c'est pas un système réel. Donc, avec les coefficients, on va estimer qu'on a uniquement une seule dérivée. Si on applique les lois de transfert de Laplace, on va avoir un gaz statique à 0. Voilà, divisé par un polynôme dénumérateur polynomial de deuxième ordre. Bien sûr, si on veut trouver la formule canonique, il faut trouver les solutions du dénumérateur. C'est l'objectif de la partie qu'on va voir dans les slides suivantes. Pour trouver les solutions, il faut calculer la delta. Donc, on a trois cas. Delta égale à 0, on parle de régime critique. Delta positif, on parle de régime apériodique. Et delta négatif, on parle de régime pseudo-périodique. Donc, on a trois régimes dépendront de la valeur de delta. Après, on va voir
que delta, on va pas parler, puisque delta c'est une méthode d'analyse ou bien caractéristique mathématique, mais en physique on parle d'amortissement. Donc on va voir plus tard la formule en utilisant l'amortissement. Quand on parle de delta égale à 0, on parle d'amortissement égal à 1. Super positif, c'est-à-dire amortissement supérieur à 1. Et quand on parle de delta négatif, amortissement inférieur à 1. Donc ce qu'on peut voir ici. Donc s'il vous plaît, cette partie, on va pas uniquement s'intéresser à la forme classique de la fonction de transfert, mais on va passer à la forme canonique, qui est la forme la plus importante dans l'automatique. La forme canonique J de P, la fonction de transfert, égale à un gaz synthétique K, une pulsation propre nommée oméga n. Quand on parle de pulsation propre, on parle aussi de constante propre, tau n, qui est l'inverse de la pulsation propre. On parle de coefficient d'amortissement Z. Grâce à ce coefficient d'amortissement, on peut connaître quel type de solution on a, c'est-à-dire quel type de système, quel type d'origine. Donc, tau n, c'est 1 sur oméga n. L'amortissement, si l'amortissement Z est supérieur à 1, ça veut dire que la delta est positive, donc les pôles sont réaux. Ils ont cette forme de solution, donc c'est démontrable, mais on va passer directement à l'expression. Donc il faut se rappeler de l'expression. Pour vous les CPG ici, je vous conseille de mémoriser ces expressions pour ne pas perdre du temps à exprimer. Donc delta, c'est 2 fois l'amortissement oméga n oméga a carré en utilisant l'expression de p au carré moins 4ac, donc moins 4, 1 sur oméga n. Donc dans le cas si delta est positif, donc il faut avoir qu'un 2 fois l'amortissement oméga n au carré doit être supérieur à 4 fois oméga n au carré. Si delta est positif, ça veut dire z égale à 1. Et si delta est nul, donc z égale à 1. Si delta positif est supérieur à 1, si delta est négatif, donc c'est inférieur à 1. Dans le cas critique, les pôles sont toujours réaux, qui vaut moins oméga n, puisque z c'est égal à 1. Et pour le cas pseudo-périodique, vous avez un pôle complexe. Donc c'est la même chose pour le réel, juste vous introduisez le J imaginaire et vous inversez la formule de z au carré moins 1 pour avoir à l'intérieur de la racine positive, vous aurez 1 moins z au carré. Bien sûr, si vous avez un amortissement égal à n, il vous reste uniquement moins oméga n. Donc il faut se rappeler des solutions de ces trois cas possibles de l'amortissement, bien sûr. Maintenant, on va parler des réponses indicielles, mais cette fois pour un système deuxième ordre. On va commencer par le premier cas, c'est le cas où l'amortissement est supérieur à 1. Donc, si on remplace l'entrée E de P par son expression E de P égale à 1 sur P, on va avoir la réponse S de P égale à K fois la pulsation propre au carré fois E0, puisque c'est pas un échelon unitaire, mais c'est un échelon à une valeur constante E0, multiplié par la produit des pôles. On va factoriser. Donc c'est P moins P1 fois P moins P2, avec P1 égale à moins l'amortissement fois oméga n plus J oméga n la racine de 1 moins z au carré, donc z au carré moins 1, donc c'est déjà, on a déjà expliqué les solutions des deux pôles. Donc grâce à cette expression, on va essayer de tracer la réponse temporelle. Bien sûr, pour tracer, il faut faire l'identification, c'est-à-dire il faut séparer la formule. On va voir un 1 sur P plus 1 P sur P moins P1. La solution, la première solution, c'est un échelon. La deuxième solution, c'est un échelon avec un retard de P1 sur T. Donc on a deux pentes. On a la pente dépendant de la solution P1 et une deuxième pente dépendant de la solution P2. Donc, bien sûr qu'on a vu déjà, il faut savoir, bien sûr, pardon, on n'a pas vu ça. Donc, si on parle de la première pente P1 et P2, c'est-à-dire on parle de pôle dominant, si la constante du temps est très petite, donc elle aura la plus d'influence au niveau du tracé. Donc, si la constante du temps est petite, on parle de pôle dominant, c'est-à-dire un pôle plus grand. Donc, dans cette allure, le régime apériodique, vous pouvez voir qu'il y a deux pentes. La première pente, c'est au niveau, elle est vue au niveau
au niveau de t égale à 0, et la deuxième porte, qui va exprimer le rotor total du système. Donc on a P1, P c'est J oméga. Donc quand on parle de pulsation, on parle aussi de constante du temps. Donc P1 c'est 1 sur taux 1 et P2 c'est 1 sur taux 2. Donc si taux est très petit, donc P1 est très grand, c'est-à-dire pôle dominant. Et si taux est petit, si taux est très grande, la constante du temps est très grande, on parle de pôle dominé, c'est-à-dire deux pôles, un supérieur au premier. Donc, vous pouvez voir la première pente, c'est la première, voilà. Si on fait la projection dans le régime permanent de la première et de la deuxième pente, on va voir taux 1 et taux 2. Taux 1 de la pente, taux 1 c'est très inférieur à taux 2. Donc, taux 1, il va donner un P très grand. Donc, taux 1 et donc P1 c'est le pôle dominant. D'accord? Donc l'effet le plus grand, c'est celui qui a la constante la plus petite. Voilà. Donc j'espère que c'est compris. Ce principe est très important pour le dominant, pour le dominer. Pour le dominant, celui qui a la constante de temps la plus petite. Et pour dominer, c'est la constante du temps la plus grande. Donc l'allure est plus claire au niveau de la constante du temps la plus grande. Donc il faut faire attention ici entre la premier ordre, deuxième ordre. Le premier ordre n'a pas de pente, il a uniquement une seule constante du temps. Donc c'est pour faire la différence entre l'allure du premier ordre, deuxième ordre. Le deuxième ordre régime apériodique, vous avez deux pentes. Mais le premier ordre, il n'a pas de pente, il a uniquement une seule constante du temps. Donc s'il vous plaît, ça c'est très important. Donc quand on parle de pôle dominant, pôle dominé, ça dépend de la constante du temps. Donc dans les trois cas, pôle dominant, c'est lui qui possède la constante la plus petite. Et la pôle dominé, c'est celui qui possède la constante du temps plus grande. Donc, dans le cas de la machine à courant continu, donc on a la constante du temps mécanique, elle est plus grande que la constante du temps électrique. Souvent, la constante du temps électrique, il est considéré comme un simple retard. Donc, l'effet le plus clair, c'est celui qui a la plus grande constante du temps. Donc, dans notre cas, c'est la constante taux 2. Donc, la constante taux 2, c'est la constante mécanique. Taux 1, c'est la constante électrique. Donc, on peut aussi, suivant cette allure, on peut faire l'identification. Si vous avez deux pentes, donc c'est un deuxième ordre. Premièrement, la première pente, c'est la constante du temps la plus petite. La deuxième pente, c'est la constante du temps plus grande. Voilà. Qui est en rouge, celle qui est en rouge, c'est qui a la constante du temps la plus grande, en rouge. Donc la constante du temps la plus grande, c'est le pôle dominé. Et ce qui est en bleu, c'est la constante du temps la plus petite, c'est-à-dire le pôle dominant. Voilà, c'est très clair. Donc, on peut négliger même la constante du temps qui est en rouge. On peut la négliger. On peut considérer que pour faire une approximation, deuxième ordre, c'est un premier ordre avec la constante du temps du pôle dominant. Dans notre cas, la constante du temps, c'est celle qui est en bleu. Donc, on peut tracer deuxième ordre sous forme d'un premier ordre, mais ayant une seule constante du temps, qui est constante du temps taux 1, puisque c'est la plus petite, donc c'est le pôle dominant. Donc le pôle dominant, pourquoi il est dominant? Parce que son effet est plus grand. Il est dominant parce que son effet est plus grand. Donc deuxième ordre, on peut l'assimiler à un simple premier ordre avec uniquement laissant la constante du temps du pôle dominant, c'est-à-dire la plus petite. Maintenant, dans le régime critique, c'est-à-dire un amortissement égal à 1, cette fois on a un seul pôle, mais un pôle double. Donc l'expression c'est P moins oméga n, le tout au carré, dans notre cas, en utilisant uniquement
l'échelon unitaire, un échelon pardon, non unitaire, c'est K fois P. Donc la réponse du système S de P, c'est K sur P, P multiplié par P plus oméga n, le tout au carré, fois oméga n fois tau. Donc l'expression en temporel va devenir un échelon U de T multiplié par le gain statique fois l'entrée, 1 moins T. Donc la forme, c'est une forme qui peut être assimilée en première. Maintenant, on va passer à l'allure la plus intéressante dans notre cours, c'est l'allure du système pseudo-périodique, puisque c'est l'allure la plus souvent traitée au niveau physique, quand on a déjà vu, pardon, dans l'exemple d'un système de chauffage, il est comme c'est un système pseudo-périodique, et bien sûr aussi dans la commande d'une variation de vitesse. On a vu que un moteur qu'on continue, souvent on dépasse les vitesses les vitesses de la côte de route. Je vais vous donner l'exemple. C'est très simple. Donc, commençons par la partie de l'expression de du régime de la réponse temporelle. Donc, on a deux pôles. Cette fois, c'est pas un seul pôle qui est double, mais deux pôles. Il est presque comme le régime pardon, apériodique. Donc, vous avez bien sûr une pente, en commençant par la constante du temps la plus grande, c'est-à-dire le pôle dominé, moins z oméga n, et plus j oméga, bien sûr, plus ou moins. Donc, la partie réelle, il va vous donner un retard exponentiellement oméga n de t. Et la partie imaginaire, il va vous donner une formule sinusoïdale, sinus oméga p de t plus 1 déphasage. Oméga p, il dépend de la pulsation propre. Oméga p, c'est oméga n, 1 moins l'amortissement au carré. Donc, vous avez la première pente, c'est moins 1 sur l'amortissement fois oméga n. Et vous avez la partie en régime quasi périodique, quasi transitoire. C'est la partie où il y a l'oscillation qui est définie par la partie imaginaire des pôles. Donc, on va commencer par le premier dépassement, et le premier dépassement et le deuxième et le troisième dépassement, on va avoir une sorte de périodicité tau P, avec tau P c'est 1 sur f de P, et bien sûr f de P c'est 2 fois f de 2 pi fois f de P, c'est la pulsation propre d'amortissement oméga P qui dépend de la pulsation propre du système fois 1 moins l'amortissement au carré. Donc, si on veut faire l'identification d'un système pseudo-périodique, premièrement, on va faire, il faut trouver la fonction, trouver pardon, la période propre d'amortissement entre le premier pic et le troisième pic. Donc, premièrement, on peut trouver premièrement, c'est la période de propre d'amortissement. Deuxième partie, c'est de trouver le gain statique, c'est-à-dire il faut voir où la sinusoïde il fluctue, et la valeur c'est k fois E0, tout en ayant E0 c'est l'entrée de l'échelon. Donc on peut définir le gain statique. Premièrement, on définit la période propre d'amortissement. Deuxièmement, on définit le gain statique en régime permanent. Et aussi, on peut trouver l'expression, on peut trouver la valeur qui est entre la pulsation propre et l'amortissement qu'on a déjà vu. C'est la première pente. Donc, si on fait la projection entre la première pente, la pente du retard, on peut trouver l'amortissement multiplié par la pulsation propre. C'est avec cette méthode qu'on peut trouver, c'est avec cette méthode qu'on peut faire l'identification d'un régime pseudo-périodique. Donc, au niveau de calcul de temps de réponse, bien sûr, comme on a déjà vu, c'est 95% du régime régime permanent. Mais cette fois, on a comment dirais-je, une onde. Pour trouver le temps de réponse, il se fait de tracer deux asymptotes, l'asymptote à moins 5% et plus de 5%, et voir l'instant où les ondes ne dépassent pas cet intervalle, et faire la projection TR, comme je viens de vous montrer. Donc, je vais expliquer pourquoi le système pseudo-périodique est un système réel. Donc, par exemple, si vous avez une voiture, donc, je m'excuse pour ça.
Donc, si vous avez une voiture que vous commandez ou vous conduisez, donc bien sûr, en connaissant l'extrémité, il ne faut pas dépasser une vitesse de 60 km par heure. Donc, bien sûr, s'il ne dépasse pas l'allure que vous aurez, c'est comme celle-là. Vous pouvez constater que c'est une allure apériodique. Vous avez premièrement le retard et vous avez la deuxième pente. Pardon, la deuxième pente, c'est où vous avez atteint la sortie. Mais en général, c'est pas réel. Donc, en général, vous dépassez cette vitesse. La seule solution pour trouver, pour avoir cette allure, c'est si vous roulez d'une manière très lente et vous allez l'avoir comme ça. Donc, cette allure est un retard, mais un retard très grand. Donc, cette allure, elle ressemble au régime critique. C'est pour cela qu'on peut dire que le régime critique, c'est un régime qui est réel, physiquement réel, mais il est très difficile à se produire car vous devez rouler lentement et vous atteignez 60 km/h, c'est-à-dire le règlement de la code de route, et vous ne le dépassez pas. Donc le régime apériodique, c'est un régime qu'on peut dicter non réel, mathématiquement produisable, on peut le produire, mais le régime critique, c'est un régime réel, mais très difficile à produire. Le régime qui est le plus favorable, le plus possible à trouver, c'est le régime pseudo-périodique. C'est-à-dire que vous dépassez 60 km, mais vous essayez de ne pas dépasser 66 km, c'est-à-dire 10% de la vitesse, pour ne pas tomber dans pour ne pas dépasser la loi de code de la route. Donc le dépassement doit être 10% et vous diminuez la vitesse en freinant et vous essayez d'équilibrer jusqu'à trouver la vitesse convenable qui est 60 vitesses. Donc je répète, la formule elle va être comme ça. Le premier dépassement ne doit pas dépasser 10% pour ne pas tomber dans des amendes de la route, c'est-à-dire ne pas dépasser 66%. Vous freinez. Quand vous freinez, bien sûr, vous ne tombez pas directement 60%, mais vous commencez à accélérer, freiner, jusqu'à trouver une vitesse constante de 60%. Et vous faites de 60 km par heure et vous refaites ça à chaque fois que vous avez des panneaux de 40 km par heure, 50 km par heure, ainsi de suite. Donc le régime réel, le phénomène réel, c'est le régime pseudo-périodique. Et vous pouvez voir ça même dans des pompes à eau. Cette fois, la variable, c'est pas la vitesse, c'est la pression, c'est le débit, pardon. Et aussi, bien sûr, la pression, c'est aucun problème. Donc, je répète, au niveau d'identification, vous faites la première pente, vous faites la périodicité, vous allez trouver la période propre d'amortissement. Si vous faites la projection du première pente, vous allez trouver X, c'est 1 sur l'amortissement fois le coefficient d'inflation fois la pulsation propre, et Y, vous allez trouver la période propre, et qui dit période propre dit aussi pulsation propre. Avec le régime permanent, vous allez trouver le gain statique. Donc, pour faire l'identification pseudo-périodique, vous tracez l'asymptote du gain statique. La première tangente pour trouver l'amortissement et la pulsation propre. Et pour trouver la pulsation propre ou bien d'amortissement, il suffit de faire la projection du premier dépassement et du troisième dépassement pour trouver la période propre d'amortissement. Et en utilisant un système, vous pouvez déchiffrer ou bien trouver l'amortissement et la pulsation propre. Donc c'est comme ça qu'on fait l'identification au niveau d'un système pseudo-périodique. Gain statique K, amortissement Z et pulsation propre oméga N.
J'espère que c'est clair.